Chers étudiants, salam alaikum. Heureux de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle séance de notre cours d'analyse financière. Aujourd'hui, notre cours ou notre séance va porter sur une analyse de l'activité et de la rentabilité à travers ce qu'on appelle l'état des soldes de gestion, ESG comme abréviation. Si vous vous rappelez bien, lors des séances précédentes, on a apprécié la structure financière de l'entreprise à travers deux approches qui sont l'approche fonctionnelle et l'approche financière. Et à cette occasion, nous avons calculé trois indicateurs qui sont le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement et la situation de la trésorerie, que ce soit pour un bilan fonctionnel ou que ce soit pour un bilan liquidité, pour se faire une idée sur la concordance, sur la cohérence entre certains types de ressources et certains emplois, notamment les ressources de long terme. Est-ce qu'elles étaient largement suffisantes pour financer des emplois à long terme et ainsi de suite par rapport à l'exploitation. Par ailleurs, lorsqu'on a été au niveau de l'approche financière, nous avons évalué le risque d'illiquidité qui porte sur une entreprise et le risque d'insolvabilité qui porte sur une entreprise, à travers un ensemble de ratios et à travers la revalorisation du bilan fonctionnel ou du bilan comptable en passant à un bilan financier. Aujourd'hui, comme j'étais en train de le dire tout à l'heure, nous allons étudier la rentabilité, ou plutôt l'activité et la manière comment se réalisent les résultats de l'entreprise à travers l'état de solde de gestion, et ceci par le biais d'un ensemble d'indicateurs tels que la marge, la valeur ajoutée, l'excédent brut d'exploitation, le résultat d'exploitation, le résultat courant, le résultat non courant. L'état de solde de gestion constitue le troisième état de synthèse qu'une entreprise devrait établir. Comme vous l'avez vu au niveau de votre cours de comptabilité en S1, toute entreprise, que ce soit une SARL ou une SARL par exemple, est dans l'obligation de tenir un ensemble de documents comptables. Et comme documents de synthèse, elles ont l'obligation de tenir un compte de résultats et un bilan. Ça, c'est les deux documents obligatoires pour ces entreprises. Aujourd'hui, on est en train de voir un autre type de document qui est l'état de solde de gestion. L'état de solde de gestion est un document comptable qui n'est obligatoire que pour les entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 7,5 millions de dirhams. Pour les autres entreprises, elles peuvent le tenir si elles désirent le tenir pour une raison ou pour une autre. Ça reste facultatif. L'ESG se compose de deux composantes, un tableau de formation de résultats qui fournit une analyse en cascade des différentes étapes de la formation du résultat et de l'autre côté, un autre tableau permettant de déterminer la capacité d'autofinancement d'une entreprise.
Le SG présente alors deux tableaux ou deux composantes, le tableau de formation de résultats et le tableau de calcul de l'autofinancement. Le TFR, ou la première étape dans cette cascade de calcul au niveau du TFR, concerne un indicateur dit ou appelé marge brute sur vente en l'état. Marge brute sur vente en l'état. C'est un indicateur de l'activité de négoce et il est spécifique aux entreprises commerciales. Pour calculer la marge brute sur vente en l'état, on va prendre les ventes de marchandises en l'état et on soustrait les achats revendus de marchandises, tout simplement. On prend nos ventes représentées par un chiffre d'affaires hors taxe et on retranche les achats revendus de marchandises, sachant que au niveau des achats, lorsqu'on évoque le terme achat, on prend en considération le coût d'achat et non pas que le prix d'achat. Prix d'achat plus frais en relation avec l'acquisition, tels que des droits de douane, transport, transit, etc. Et on prend aussi en considération l'impact de la variation de stock. Pourquoi? Parce que tout simplement, imaginons qu'une entreprise qui démarre l'année avec une unité en stock et qu'elle achète 4 unités par la suite, mais en fin d'exercice se retrouve avec 2 éléments en inventaire. Est-ce qu'il est logique de prendre en considération la totalité des achats de cet exercice dans le calcul ou dans la détermination du résultat du même exercice? Non. On ne doit prendre en considération que les éléments qui ont impacté cet exercice et par conséquent, on doit éliminer la variation de stock, on doit éliminer les 2 éléments qui restent en stock, ce qui va nous faire que ce qui a été consommé effectivement, c'est 3 unités et non pas les 5 unités qu'on a au niveau de l'achat plus la situation de départ. La marge sur vente en l'état est égale à vente de marchandises en l'état. Pourquoi on dit le terme en l'état? On évoque le terme en l'état tout simplement parce qu'on achète une marchandise, un téléphone, et on revend le même téléphone. C'est-à-dire que le téléphone ne subit aucune transformation au niveau de notre entreprise. On est un négociant, un commercial, une entreprise commerciale lorsqu'on achète et on revend la même chose. Elle ne subit aucune transformation. On verra plus tard, par la suite, que lorsque le bien acheté subit une transformation, à ce moment-là, on est une entreprise industrielle ou une entreprise qui fournit des services. Deuxième indicateur au niveau de ce tableau de formation de résultats, c'est la production de l'exercice. La production de l'exercice, c'est un indicateur qui correspond aux entreprises industrielles et les prestataires de services. Et à la différence du solde précédent, c'est une addition d'un ensemble des éléments. On a la production vendue qui correspond aux ventes de biens et services produits. On a la production stockée et on a aussi la production immobilisée, c'est-à-dire produite par l'entreprise pour elle-même. Élément suivant au niveau du tableau de formation de résultats, c'est la consommation de l'exercice. La consommation de l'exercice, c'est l'ensemble des inputs, des éléments qui ont été nécessaires pour la production, tout ce qui a été consommé pour produire. Et on va y trouver alors les achats consommés des matières et fournitures,
et on va trouver les autres charges externes. Au niveau des autres charges externes, on peut trouver par exemple la location, les redevances de crédit bail, les primes d'assurance payées, les services bancaires, etc. L'addition de ces éléments va nous donner la consommation de l'exercice et si on prend la production moins la consommation et auquel on rajoute la marge brute sur vente en l'état si l'entreprise est à la fois commerciale et industrielle, on va trouver ce qu'on appelle la valeur ajoutée. La valeur ajoutée correspond à la richesse produite par l'entreprise. La valeur ajoutée correspond à la contribution d'une entreprise au niveau de la production nationale. C'est la richesse créée par une entreprise. L'addition de l'ensemble des richesses sur un territoire donne le produit intérieur brut ou le PIB. Et ça constitue la contribution du pays au niveau de la production mondiale. La valeur ajoutée, c'est la valeur des biens et services produits, moins la valeur des consommations intermédiaires, plus la marge commerciale. N'oubliez pas la marge commerciale si l'entreprise est à la fois commerciale et industrielle ou de service. C'est le cas de plusieurs entreprises. La richesse créée par une entreprise, elle est réalisée, elle est créée par un ensemble de parties prenantes, par un ensemble d'acteurs. On va y trouver le personnel, on va y trouver les bailleurs de fonds, on va y trouver les actionnaires et on va trouver l'État, par exemple. L'ensemble de ces parties prenantes contribuent chacun à son niveau pour réaliser ou pour la création d'une richesse. On va s'intéresser alors, en tant qu'analyste, à la répartition de cette valeur ajoutée. On va alors s'intéresser à la rémunération de la richesse créée par l'entreprise. Quelle est la part qui revient au personnel? Quelle est la part qui revient à l'État? Quelle est la part qui revient aux bailleurs de fonds? Quelle est la part qui revient aux actionnaires? Et quelle est la part qui revient à l'entreprise qui restera comme moyen d'autofinancement des investissements? Par rapport au personnel, on va prendre les frais du personnel et on va les diviser par la valeur ajoutée et ça va nous donner quelle est la part qui revient au personnel. Pour l'État, on va prendre les impôts et taxes et ces impôts et taxes divisés par la valeur ajoutée va nous donner la part qui revient à l'État. Autre élément, les frais financiers par la valeur ajoutée vont nous donner la part qui revient aux bailleurs de fonds. Et les dividendes par la valeur ajoutée va nous donner une idée sur ce que revient aux actionnaires et le reste, c'est-à-dire l'autofinancement par la valeur ajoutée, va nous donner une idée sur ce qui reste pour l'entreprise pour réaliser des investissements futurs. Et l'objectif de ces calculs est de comparer la part de chacun de ces acteurs par rapport à la moyenne du secteur au niveau national et aussi par rapport à la moyenne de
ce qui se fait au niveau de la même activité ailleurs dans le monde. Par exemple, si on est dans l'industrie automobile, on doit avoir une idée sur la part qui revient au personnel. Il ne faut pas que la part qui revient au personnel soit trop élevée, comme il ne faut pas qu'elle soit trop basse. Il faut être dans un équilibre. Un actionnaire va être plus regardant sur ce qui resterait comme part aux actionnaires, c'est-à-dire les dividendes du futur projet qu'on va réaliser sur un territoire par rapport à ce que va prendre l'État sur ce territoire-là. Parce que lorsqu'on est Renault, lorsqu'on est Peugeot, lorsqu'on est une entreprise multinationale et on cherche à investir dans un pays, on est en train aussi de faire un benchmark, de faire une évaluation sur ce que vont prendre le personnel, sur ce que va prendre l'État et sur ce qui restera pour nous en tant qu'actionnaires et ce qui reste à l'entreprise elle-même pour lancer d'autres investissements par la suite. D'où l'intérêt de cette analyse de la richesse créée. On vient d'évoquer une création de richesse. La création de la richesse en elle-même est intéressante. L'analyse ou l'étude de cette richesse créée est encore plus importante parce qu'elle va guider le décideur dans ses choix d'implantation au niveau d'un territoire ou d'un autre, et même sur le même territoire d'une même nation. Par exemple, est-ce que j'investis à Casablanca ou à Meknes ou à Fès, ou est-ce que je vais investir à Tanger ou à Lyon ou à Dakhla, parce que tout simplement je vais bénéficier des subventions qui vont venir m'aider et de formation pour mon personnel qui va m'alléger, je ne vais pas opérer cette formation moi-même, etc., etc. Par rapport à la valeur ajoutée, vous l'avez vu en statistique, il est intéressant de mesurer un agrégat, il est intéressant de mesurer un agrégat macroéconomique ou économique, mais il est encore plus intéressant d'étudier l'évolution de cet agrégat. L'évolution de l'indicateur de la valeur ajoutée, on va la calculer par la différence entre la valeur ajoutée d'une année N par rapport à l'année précédente sur l'année précédente, et ça nous donne un taux de croissance de la valeur ajoutée. Est-ce qu'on est sur une croissance ou est-ce qu'on est sur une valeur ajoutée qui stagne d'une année à l'autre? La valeur ajoutée est un indicateur plus significatif que le chiffre d'affaires parce qu'on peut vendre plus, mais ce qui reste à l'entreprise est faible tout simplement en raison de la marge, par exemple, qui est basse ou en raison de la consommation qui entre au niveau de la production qui est très élevée. Autre élément qu'on va étudier, auquel on va s'intéresser, c'est ce qu'on appelle le taux d'intégration. Le taux d'intégration, c'est la valeur ajoutée par le chiffre d'affaires hors taxe ou la production de l'exercice, la production vendue bien évidemment, et il mesure le taux d'intégration de l'entreprise dans le processus de production. Il mesure le taux d'intégration de l'entreprise dans le processus de production. On va voir, est-ce que cette entreprise réalise une grande part de la richesse à l'intérieur de l'entreprise ou est-ce qu'elle ne fait qu'une petite part au niveau, est-ce qu'elle ne contribue qu'avec une petite part au niveau de la création de richesse? On peut être une entreprise qui fabrique des voitures réellement ou à un certain niveau, ou on peut être une entreprise qui ne procède qu'à l'assemblage de certains éléments. Si on prend par exemple les deux entreprises marocaines qui sont Peugeot et Citroën,
Selon le ministre de l'Industrie, lors de la présentation d'un bilan en 2018 de l'activité automobile au Maroc, à Tanger, ce bilan donne l'entreprise Renault, à cette époque-là, en 2018, avec un taux d'intégration qui est de 50%. Et il prévoyait pour Peugeot Citroën de Kenitra un taux d'intégration au démarrage de 60% et qui évoluerait vers 70 et 80% par la suite. Il faut savoir que ces chiffres qui peuvent paraître non significatifs, ils sont très significatifs pour une industrie et pour un pays, comme ils peuvent l'être aussi pour une entreprise. Le Maroc, lorsqu'il a démarré dans l'industrie automobile, ne réalisait que l'assemblage de quelques éléments et on était à un taux ou à des taux d'intégration autour des 20%. Actuellement, on est parvenu à passer de 20 à 50, 60 et bientôt on sera sur un niveau de 80%. C'est très très intéressant pour un pays, c'est très 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 intéressant pour une industrie parce que tout simplement l'ensemble des entreprises qui agissent dans un écosystème sont autour de l'entreprise, sont proches d'elle et sont capables de lui fournir les composantes à un coût très 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 bas et ceci va être capital au niveau du coût global d'une industrie. C'est pour ça que vous avez vu que l'État, lorsqu'elle agit sur une entreprise ou sur une activité, elle n'agit pas simplement par la création d'une entreprise, mais de tout un écosystème qui aide le développement de cet écosystème. Plus ce ratio est proche de 1 ou de 100%, on va dire que l'entreprise ou l'industrie est mieux intégrée. C'est-à-dire que pour chaque 100 dirhams, par exemple, de production, l'entreprise ajoute une valeur ajoutée de 50 dirhams ou de 60 dirhams. Vous voyez là l'importance de l'indicateur. Pour chaque 100 dirhams de production, 50% est réalisé au sein de l'entreprise. 60% est réalisé au sein de l'entreprise. Ou 80% est réalisé au sein d'une nation, d'un pays. C'est-à-dire qu'on a une certaine autonomie vis-à-vis du reste du monde. Plus ce taux est élevé, plus l'entreprise est bien intégrée, plus un État est aussi bien intégré et indépendant vis-à-vis du reste du monde. Autre indicateur qu'on peut analyser, c'est le taux de rendement du capital et de la main-d'œuvre. Le taux de rendement du capital s'obtient par la division de la valeur ajoutée par les capitaux investis et ça donne une idée sur le nombre de dirhams de valeur ajoutée créés par dirhams de capitaux investis. Pareil aussi, on va diviser la valeur ajoutée par l'effectif, c'est-à-dire le personnel d'une entreprise, et on va y trouver le nombre de dirhams de valeur ajoutée créée, et là, par tête d'employé. Et on va opérer des comparaisons entre l'entreprise étudiée, la moyenne du secteur, la moyenne mondiale, etc. pour dire que telle entreprise ou telle entreprise est meilleure que ce que font les autres ou est-ce qu'elle est mauvaise par rapport à ce que fait la concurrence. Nous avons terminé avec la valeur ajoutée et on passe à un autre indicateur qui est aussi important pour une entreprise ou pour l'évaluation de la performance d'une entreprise. C'est l'excédent brut d'exploitation lorsqu'on est en situation d'excédent ou l'insuffisance brute d'exploitation
lorsqu'on est dans une situation d'insuffisance. L'excédent brut d'exploitation, c'est la même valeur ajoutée qu'on vient de calculer, à laquelle on va ajouter des subventions d'exploitation et auxquelles on va soustraire les impôts et taxes et les charges de personnel. L'EBE, comme abréviation de l'excédent brut d'exploitation, l'EBE est le premier résultat de la performance industrielle et commerciale de l'entreprise. C'est la première ressource potentielle ou la première ressource qu'obtient l'entreprise du seul fait de ses opérations d'exploitation, abstraction faite de sa politique d'investissement, abstraction faite de sa politique de financement et abstraction faite de la politique de fiscalité et du choix du type d'entreprise, par exemple. Parce que même si on a impôts et taxes en haut, on n'a pas encore intégré l'impôt sur les sociétés. On va le voir plus tard en bas de ce tableau de formation de résultats. À la valeur ajoutée, on va rajouter les subventions d'exploitation. Qu'est-ce qu'une subvention d'exploitation? Une subvention d'exploitation, c'est un complément de prix que l'État donne pour certaines entreprises ou pour certaines activités. Actuellement, on est dans cette période de confinement et vous avez tous entendu parler que les bavettes qui seront mises à la vente pour un prix de 80 centimes, que le prix normalement de vente n'était pas de 80 centimes. C'était encore plus cher, mais l'État, parce que c'est par un impératif de santé de la population, a obligé les entreprises à vendre à un prix de 0,80 et c'est l'État, à travers la caisse qui a été créée, qui va financer la différence entre le prix de départ et le prix de vente sur un marché. La subvention d'exploitation, on la trouve aussi au niveau des produits de première nécessité comme le sucre, comme l'huile, et auparavant elle concernait aussi l'essence, mais on l'a éliminée de la caisse de compensation. On retranche les impôts et taxes. Certains impôts sont payés, comme par exemple l'impôt d'édilité, d'Ariba Dial Nadafa, la propreté, qu'on paye aux communes. C'est-à-dire qu'on est une entreprise et normalement, si la commune n'était pas là, on serait amené à demander à une personne ou à une entreprise de nous débarrasser de nos poubelles, de nos déchets. Parce que alors ce service est fourni par l'État, ça correspond à une charge que l'entreprise consomme pour la réalisation de son exploitation. Et le personnel, on ne peut pas faire bouger une entreprise si on n'a pas au minimum une personne. Quoique dans certains pays, on peut trouver une entreprise à 100% composée de robots, mais on est dans l'obligation toujours d'avoir une personne qui veille sur ces robots-là et on est obligé d'avoir au minimum une personne sur un ensemble de robots. Je disais que le BE présente un résultat de la performance purement industrielle et commerciale de l'entreprise de ses seules opérations d'exploitation. Il n'est pas altéré par la politique d'investissement. Est-ce qu'on achète l'immobilisation pour réaliser notre production? Est-ce qu'on la loue? Est-ce que Quoique, pour ça, on va voir qu'on va opérer un retraitement plus tard. Il n'est pas altéré par les moyens de financement. Est-ce qu'on achète le bien nous-mêmes ou est-ce que
on le finance à 100% ou est-ce qu'on le finance en partie par emprunt, c'est-à-dire on va avoir des charges financières par la suite et il n'est pas altéré par la politique fiscale et par le type d'entreprise qu'on choisit. Le BE ne comprend que les charges décaissables et les produits encaissables, c'est-à-dire les flux susceptibles de générer de la trésorerie et du cash. D'où son importance et d'où l'intérêt que lui portent plusieurs analystes pour la comparaison de la rentabilité ou de la performance industrielle d'une entreprise. Un indicateur alors de rentabilité en relation avec le BE, c'est le BE divisé par l'actif économique. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser aux ressources financières qui ont été mises pour la réalisation de notre exploitation et pour parvenir à un résultat. On va alors mesurer la capacité de l'entreprise à rentabiliser ses investissements. On va mesurer la capacité de l'entreprise à rentabiliser ses investissements en relation tout simplement avec son exploitation, c'est-à-dire qu'on oublie tout ce qui est politique de financement, d'investissement et politique fiscale. Qu'est-ce qu'on va prendre? Le BE sur l'actif économique. Et cet actif économique, c'est l'actif immobilisé auquel on élimine les financements, les immobilisations financières. Pourquoi on élimine les immobilisations financières? Parce que tout simplement, les immobilisations financières ne contribuent pas réellement à l'exploitation. Certes, elles sont pour une raison comptable au niveau de l'actif immobilisé ou au niveau des TVP, comme TVP au niveau de l'actif circulant, mais ces immobilisations financières ne concourent pas, ne contribuent pas à l'exploitation. Elles sont là parce qu'on a décidé à un moment d'acheter des actions d'une entreprise pour avoir un œil sur sa stratégie, pour la détenir dans notre portefeuille. Mais ces actions-là ne contribuent pas à l'activité interne de notre entreprise. Alors, il convient de les éliminer. Et on va garder que les immobilisations, c'est-à-dire les machines qui ont contribué à la réalisation de l'activité de l'entreprise. On va rajouter un élément qu'on appelle le besoin en fonds de roulement en relation avec l'exploitation et qu'on a calculé lorsqu'on a étudié les bilans. Et on va rajouter aussi, c'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, les biens en crédit bail. Parce que les biens en crédit bail ne figurent pas au bilan. C'est des biens en location qui n'apparaissent pas dans le bilan. Mais par contre, ces biens-là, ils contribuent à la réalisation de notre exploitation. Et c'est pour cette raison-là qu'on va les prendre en considération au niveau de notre calcul. On a terminé avec l'excédent brut d'exploitation. On va ajouter les autres produits d'exploitation et les autres charges. Oui, on va retrancher les autres charges d'exploitation, plus les reprises et les transferts de charges, moins les dotations d'exploitation. Et on est au niveau du résultat d'exploitation. C'est un résultat de l'exploitation de l'entreprise qui prend en considération ou qui est impacté par la politique d'investissement d'une entreprise, parce qu'on y trouve, par exemple, les dotations d'exploitation et les reprises, entre autres. Il mesure alors le résultat dégagé par l'activité normale d'une entreprise, du fait de son exploitation habituelle, de ses seuls facteurs de production, et il ne prend pas en considération l'impact des opérations financières ni des opérations non courantes. Il ne prend en considération que
le résultat ou les résultats de l'exploitation et il ne prend pas aussi en compte l'impôt sur les bénéfices. Aussi, dans cette cascade, on a le résultat financier. Le résultat financier, c'est la différence entre les produits financiers. Lorsqu'on opère des placements, on a des liquidités qu'on place ou on paye des intérêts à la banque parce qu'on a emprunté de l'argent pour réaliser notre activité. Produits financiers moins charges financières, ça va nous donner un résultat financier. Ce résultat financier plus le résultat d'exploitation va nous donner, ce résultat financier plus le résultat d'exploitation va nous donner un résultat qu'on va appeler le résultat courant. C'est un résultat courant, c'est-à-dire l'activité courante, voilà son résultat. Prenons en considération l'exploitation et les opérations financières. C'est le résultat des opérations habituelles d'une entreprise. La croissance de ce résultat peut être d'origine de son exploitation, comme elle peut être à l'origine des opérations financières. Rappelez-vous de ce que j'ai déjà expliqué par rapport au mécanisme d'effet de levier financier. On le verra encore par la suite plus tard. Après le résultat courant, on a le résultat non courant. C'est un résultat qui a un caractère exceptionnel, qui n'est pas répétitif. Pourquoi? Parce que c'est des opérations qu'on ne répète pas tous les jours. Exemple. Je suis une entreprise de textile, j'ai des machines pour la fabrication des chemises, pour la réalisation des chemises, et chaque 10 ans, je vends une machine pour la remplacer par une nouvelle. Au moment de la vente de cette machine, est-ce que cette machine fait partie de mon exploitation? La vente de la machine fait partie de mon exploitation? Non. C'est une opération exceptionnelle qui n'est pas répétitive toutes les années. C'est une opération qui arrive une fois par 5 ans, par 6 ans, par 10 ans, au moment où on décide de se débarrasser d'une immobilisation. Et il convient de distinguer ces opérations non courantes des opérations courantes. On va alors prendre l'ensemble des produits non courants moins les charges non courantes et ça nous donne un résultat non courant. Le résultat courant plus le résultat non courant, ça nous donne un résultat avant impôt. Et ce résultat avant impôt, normalement, après certains retraitements fiscaux que vous verrez l'année prochaine en cours de fiscalité, on va calculer l'impôt sur le résultat, on retranche l'impôt sur le résultat et on est sur un résultat net de l'exercice, c'est-à-dire un résultat dont la répartition sera décidée par les actionnaires. Une partie sera versée comme dividende, une partie sera allouée comme réserve et une partie sera injectée comme nouveau financement. Voilà avec le tableau de formation de résultats qui nous donne dans une logique de cascade un ensemble d'indicateurs, marge, production, consommation, valeur ajoutée, EBE, résultat d'exploitation, résultat financier, résultat courant, résultat non courant, résultat avant impôt et résultat net de l'exercice. On arrive à la deuxième composante de notre état de solde de gestion et qui est la capacité d'autofinancement. Comme son nom l'indique, capacité d'autofinancement. Qudra, c'est une capacité, Qudra, d'autofinancer, c'est-à-dire de financer soi-même ses investissements. On est en train de
mesurer, d'évaluer la capacité d'une entreprise à autofinancer ses investissements. La CAF représente alors la part de la valeur ajoutée qui n'a pas été distribuée aux tiers. La CAF correspond à la part de la richesse qui n'a pas été distribuée aux tiers, qui reste au sein de l'entreprise, qui n'a pas été versée aux créanciers, qui n'a pas été versée à l'État, qui n'a pas été versée aux salariés. C'est ce qui reste et qui va aider à l'autofinancement au niveau d'une entreprise. Elle est aussi dite ou appelée marge brute. C'est une marge, c'est une disponibilité pour autofinancer de l'entreprise. Elle correspond au solde des produits encaissables moins les charges décaissables. Elle recense ou elle englobe l'ensemble des ressources dégagées par l'entreprise elle-même sans faire appel aux apporteurs externes, que ce soit prêteurs ou associés, et qui seront disponibles pour mener les politiques de distribution de bénéfices, de remboursement d'emprunts et d'investissements. C'est une ressource de financement dégagée par l'activité. C'est une ressource interne et qui servira au remboursement des emprunts, qui servira au paiement ou à l'acquisition de nouveaux investissements et qui sera aussi une part de cette CAF sera distribuée sous forme de dividendes pour parvenir à la fin à quelque chose qu'on appelle l'autofinancement. L'autofinancement, c'est la CAF moins la distribution de bénéfices, c'est-à-dire moins les dividendes. Cette notion de ressources internes s'oppose bien évidemment aux ressources externes provenant des partenaires de l'entreprise. Comme ressources externes, on peut trouver les ressources accordées par les associés, par les prêteurs ou par l'État sous forme d'apport en capital ou d'augmentation de capital, d'emprunt ou de subvention d'investissement. La ressource interne, c'est la CAF, c'est la richesse qui est créée et qui est à la disposition de l'entreprise, qui est créée et qui reste pour l'entreprise. Deux méthodes pour le calcul de cette CAF. La première méthode est dite soustractive à partir de l'EBE et la deuxième méthode est dite additive ou vérificative et elle est réalisée à partir du résultat net comptable. Première technique. À partir de l'excédent brut d'exploitation, on ajoute les autres produits d'exploitation, les transferts de charges, on retranche les autres charges d'exploitation, on rajoute les produits financiers, on retranche les charges financières, plus les produits non courants, moins les charges non courantes, et ça, moins l'impôt, et ça nous donne notre CAF. C'est l'EBE plus l'ensemble des produits encaissables moins l'ensemble des charges décaissables, sauf les reprises sur amortissement, les subventions d'investissement, les reprises sur provisions durables pour risques et charges, les reprises sur provisions réglementées qu'on trouve au niveau de la classe 1 et les produits de cession des immobilisations. Le BE plus, on vient de le dire, les autres produits d'exploitation, les reprises d'exploitation sur éléments circulants, les transferts de charges, les produits financiers, les produits non courants. On ne prend pas en considération, lorsqu'on est en train d'ajouter des éléments à l'EBE, les reprises sur amortissement. On ne prend pas en considération l'ensemble des reprises sur le haut du bilan, c'est-à-dire sur
la classe 2 et la classe 1 du bilan. Tout le haut du bilan, l'ensemble des reprises qui émanent du haut du bilan, on ne les prend pas en compte. On ne les rajoute pas. Et on ne rajoute pas aussi le produit de cession des immobilisations cédées. Pourquoi? Parce qu'on est en train de calculer une capacité d'autofinancement. Et il serait erroné de prendre en considération le produit de cession d'une immobilisation qui ne se réalise qu'une fois chaque 10 ans ou une fois chaque 5 ans. C'est-à-dire, on va biaiser ce calcul, on va biaiser ce résultat, on va donner une fausse information si on prend en considération le produit de cession d'une immobilisation. Parce que ce n'est pas un élément courant, ce n'est pas, même si c'est du cash qui entre au niveau de l'entreprise, et nous on a dit, lorsqu'on a présenté la CAF, c'est une ressource et qui correspond, ou une richesse qui correspond à ce qui reste à l'entreprise après réalisation de l'activité, même si là il s'agit d'une ressource, mais ce n'est pas une ressource habituelle, il convient alors de l'éliminer. De la même manière, on va soustraire les autres charges d'exploitation. Les dotations d'exploitation, remarquez bien, sur les éléments circulants, les transferts de charges, les charges financières, les charges non courantes, l'impôt sur les résultats, sauf on ne va pas soustraire les dotations relatives au financement permanent ou les dotations relatives à l'actif immobilisé. L'ensemble des dotations en relation avec le haut du bilan, avec la classe 1 ou la classe 2, ne seront pas pris en considération. Et on ne prend pas aussi en considération, comme on n'a pas pris les produits de cession, on va y trouver une charge qui est la VNA. Et on ne va pas pareil aussi prendre en charge cette VNA. Valeur nette d'amortissement des immobilisations cédées. CAF est égal EBE plus produit encaissable, c'est-à-dire les autres produits d'exploitation, les reprises, les transferts de charges, produits financiers, produits non courants, à l'exclusion des reprises sur amortissement, des reprises sur subvention d'investissement, sur provision durable et provision réglementée, et à l'exclusion aussi des produits de cession des immobilisations. Et EBE plus produit encaissable moins charge décaissable, c'est-à-dire autres charges d'exploitation, charges financières, charges non courantes et impôt sur les résultats, et là aussi à l'exclusion des dotations relatives à l'actif immobilisé et au financement permanent et de la valeur nette d'amortissement des immobilisations cédées. Deuxième technique, on part du résultat net et on rajoute les dotations d'exploitation financière et non courantes, on retranche les reprises d'exploitation financière et non courantes, moins les produits de cession des immobilisations, parce qu'ils sont déjà calculés au niveau du résultat net de l'exercice, on les retranche, plus la VNA, parce qu'on l'avait retranché, on l'élimine pour neutraliser cette opération de vente d'immobilisation. Par rapport aux dotations d'exploitation, à l'exclusion des dotations relatives aux actifs et passifs circulants. Tout à l'heure, on avait dit, lorsqu'on prenait comme point de départ le BE, à l'exclusion des dotations relatives au haut du bilan, classe 1 et classe 2. Là, c'est l'inverse, parce qu'on part du bas du bilan, ça sera à l'exclusion des dotations relatives aux actifs et aux passifs circulants et à la trésorerie. Et pareil aussi pour les reprises, à l'exclusion des reprises relatives aux actifs et aux passifs circulants et à la trésorerie. Y compris les reprises sur subvention d'investissement. On a terminé avec notre ESG.
selon ces deux composantes qui sont le tableau de formation de résultats et le calcul de la capacité d'autofinancement. Et on va passer à une dernière étape qui consiste à opérer certains retraitements de certains postes du CPC. Vous vous rappelez de ce qu'on a fait au niveau du bilan comptable pour le transformer en un bilan financier. Pareil aussi, certains retraitements s'imposent de façon à obtenir un indicateur ou des indicateurs pertinents. On va alors les retraiter, à condition bien évidemment que le montant soit significatif. Nous, dans une logique universitaire, on va le faire pour l'ensemble des éléments, que le montant soit significatif ou qu'il ne soit pas significatif. Par la suite, lorsque vous serez amené à faire des études, à vous d'en juger de l'utilité d'opérer le retraitement ou de ne pas opérer le retraitement. Ces retraitements alors permettront une approche économique de l'entreprise qui va nous permettre par la suite d'opérer des comparaisons interentreprises appartenant au même secteur, parce qu'on va avoir une idée plus précise par exemple de combien coûte le personnel. On va avoir une idée plus précise de combien coûte l'État et ainsi de suite. Premier retraitement, les charges du personnel extérieur. Comme vous le savez, pour un bon nombre d'entreprises, elles recourent à de la sous-traitance, elles recourent à un personnel intérimaire. Tout simplement parce que notre activité est une activité qui est saisonnière et on ne peut pas recruter du personnel sur 12 mois. Par contre, sur 4 mois de l'année, l'activité, on est dans ce qu'on appelle la haute saison, ou sur 5 mois ou sur 6 mois, et durant cette période, on a besoin de plus de personnel. On va faire alors appel à de l'intérim, à du travail intérimaire. On va faire appel à du personnel externe à notre entreprise qui va venir se joindre à notre entreprise pour réaliser certaines tâches. C'est un élément du coût du travail, même s'il ne figure pas au niveau de la paye de l'entreprise, parce qu'on va le trouver au niveau dans un autre compte et non pas en relation avec le compte des rémunérations de notre personnel. Il convient alors d'opérer un retraitement, de retirer des charges externes, parce que si vous prenez votre plan comptable, vous allez le trouver au niveau des autres charges externes ou des charges externes. Si vous voulez, on est dans l'obligation de l'éliminer des charges externes. Charges externes. Rémunération d'intermédiaires, de personnel extérieur à l'entreprise, c'est le compte 6135. Rémunération du personnel occasionnel, intérimaire, du personnel détaché ou prêté à l'entreprise, lorsqu'on est dans des filiales et une filiale prête à une autre certains de son personnel, et ajouter aux charges de personnel. On va les retrancher alors des autres charges externes du compte 6135 et on va les intégrer au niveau des charges du personnel. Deuxième retraitement, c'est les loyers de crédit bail ou la location financement. Le justificatif, c'est une harmonisation du traitement avec les immobilisations acquises et financées par emprunt. La logique, quoique il n'y a pas de logique, il y a de logique que la logique qui est adoptée, parce qu'elle est la meilleure. Mais la logique veut que une entreprise acquiert ses immobilisations pour travailler avec ces immobilisations. Ce n'est pas souvent le cas pour plusieurs activités, pour une raison ou pour une autre, soit parce qu'on n'a pas la possibilité d'emprunter de l'argent pour acheter ces immobilisations, soit parce que c'est plus intéressant parfois de passer par une logique de location. Mais on va trouver un décalage au niveau du compte lorsqu'on s'intéresse à
la manière avec laquelle la richesse est créée au niveau d'une entreprise. Parce qu'on va voir que le personnel, par exemple, ou ici, les charges d'intérêt sont faibles. Les loyers de crédit bail seront retirés des autres charges externes et ils seront divisés en deux parties. Par exemple, admettons que une entreprise, si elle voulait acheter l'immobilisation, elle l'aurait acheté à 100 et cette immobilisation est amortissable sur 5 ans, ce qui va nous faire une dotation d'amortissement de 20 par an. Imaginons que cette entreprise paye 25 000 dirhams de loyer de crédit bail. On va trouver ce loyer de crédit bail au niveau de la classe 6, comme j'étais en train de le dire. Location, autre charge externe. « 6 132, redevance de crédit bail, 25 000. Il convient de les sortir des autres charges externes et de les ventiler, de les répartir entre deux composantes, deux éléments. Une partie ira vers la dotation aux amortissements, ça sera les 20. 20 sera rajouté comme dotation aux amortissements. Et la différence, c'est un 5. Et les 5, on va les trouver avec les charges d'intérêt pour avoir une harmonisation avec les autres entreprises. Si on avait acheté notre immobilisation, quelle serait la situation? Troisième, c'est la subvention d'exploitation. Je l'ai expliqué tout à l'heure. La subvention d'exploitation est un compensement, vient compenser l'insuffisance d'un prix de vente. C'est un complément de prix et il convient de l'ajouter à la production de l'exercice. Il convient de l'ajouter au chiffre d'affaires. C'est aussi simple que ça. Dernier élément, c'est les impôts et taxes. Les impôts et taxes sont considérés comme des rémunérations des services payés à l'État. Je l'ai aussi expliqué auparavant. J'avais dit que si l'État, à travers les communes, n'était pas là, on serait amené à faire appel à une société et c'est le cas actuellement, sauf qu'on passe par la commune pour payer la LIDEC ou d'autres sociétés pour la collecte des ordures ménagères ou d'ordures industrielles. On est alors dans une logique de rémunération d'un service payé à l'État. Impôts et taxes, on est alors obligé de procéder à une harmonisation on va les éliminer des impôts et taxes et on va les ajouter aux consommations intermédiaires lorsqu'il s'agit d'une consommation intermédiaire, par exemple la taxe d'édilité, daribat nadafa, ou aux charges de personnel lorsque c'est relative à des charges du personnel. On a terminé avec la séance d'aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée si vous êtes en train de regarder cette séance pendant la soirée. Je vous souhaite un bon confinement, même s'il commence à durer un peu et ça commence à nous fatiguer tous. Inch'Allah, on va sortir de cette situation bikhir. Déjà, on fait un très bon résultat actuellement avec peu de morts. Inch'Allah, on va encore bien terminer ce test. Have a nice day. Ciao, ciao.
Salam alaikum.